Bonjour, je suis Luc. Dans la vie professionnelle, on me dit DBA, administrateur de BD Oracle, mais je me considère DBA en ma vie perso. D pour Dad, B pour Québécois et A pour amateur de sport. Bonjour, je suis Louis, développeur passionné par le code et les solutions innovantes. Mon quotidien, c'est transformer des idées en applications, mais aussi parfois expliquer aux gens que dev ne veut pas dire magicien, même si on s'en rapproche un peu. Bienvenue dans À la base de la donnée, le podcast où on plonge dans l'univers fascinant de la data, du cloud, des applications. Et tout ça dans un contexte Oracle. Chaque épisode, on explore ce qui fait vibrer le monde de la tech, des concepts clés aux tendances émergentes en passant par les nouveautés qui nous passionnent. On reçoit des invités inspirants qui partagent leurs idées, leurs coups de cœur et les innovations qui redéfinissent notre industrie. Le tout dans une ambiance décontractée où l'on mixe français et québécois pour rendre la discussion encore plus vivante et accessible. Alors, préparez-vous à explorer l'univers numérique avec nous, dans le plaisir et la bonne humeur. Bienvenue à tous. Bonjour Luc, comment vas-tu ? Je vais très bien et toi, mon ami Louis, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons un invité particulier dans la base de la donnée, Hakim Loumi, qui est Product Manager chez Oracle, et qui vient discuter de tous les sujets entourant la sécurité, et plus particulièrement autour des technologies Oracle, bien sûr. Bonjour Hakim. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, Hakim, un sujet qui est très intéressant pour moi. J'adore parler de ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses à dire. On va essayer d'avoir une belle discussion, mais déjà, on le sait que possiblement qu'on risque d'avoir d'autres épisodes sur ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de contenu. Mais je suis bien content de t'avoir sur notre podcast. Pour la petite histoire, on s'était croisés rapidement dans un Cloud World à l'époque. J'étais content de voir un Français avec lequel on pouvait échanger sur un sujet comme ça. C'est un sujet qui est pour moi, qui me porte à cœur. Donc, on est content de t'avoir aujourd'hui. Eh bien écoutez, je suis très content d'être là aussi. Excellent. Comme on fait avec tous nos invités, tout d'abord, on voudrait que tu te présentes pour les gens qui te connaissent pas sur le podcast, donc, et te faire une petite histoire sur ton expérience et donc avant Oracle et maintenant chez Oracle et ton rôle en particulier aujourd'hui. Oui. Alors, j'ai 50 ans bientôt, 30 ans d'expérience dans l'informatique, donc un diplôme, d'informaticien et ensuite, j'ai fait développeur pendant à peu près 5 ans et très, très vite en tant que développeur, j'ai touché au PLSQL et ça m'a plu. Donc j'ai réussi à suivre des formations pour devenir DBA et je suis devenu, DBA junior pendant quelques années. Alors je suis sur Paris, hein, donc j'avais beaucoup, beaucoup de clients en France et ça m'a permis en fait de vraiment monter en compétence sur le rôle de DBA. Ensuite, les années, se sont écoulées. J'étais dans des SS2I à l'époque, on appelle ça USN aujourd'hui. Mais donc beaucoup, beaucoup de conseils. J'ai fait ça pendant 15 ans. J'ai pris la direction de plein de pôles de recherche, de la data. Je faisais beaucoup de data analyse pardon, architecte applicatif, voilà, je pense que tous les métiers de la data, je pense que je les ai faits, pendant 15 ans et ensuite, j'ai pris la direction de tout le pôle de recherche et développement d'un grand groupe de e-commerce avant qu'Amazon, n'arrive en Europe et donc j'étais, responsable de ça, responsable de la prod, des études. J'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai géré donc des personnes et après, je suis rentré chez Oracle. Ça fait maintenant 12 ans que je suis chez Oracle et alors évidemment, j'avais aussi un gros background sur la sécurité, hein. C'est ce qui a fait qu'après, très, très vite chez Oracle, on a vu l'intérêt d'avoir un profil comme le mien, sécurité, francophone, et big data à l'époque et aujourd'hui, on appelle ça IA. Donc, depuis 7 ans, je suis product manager, donc je suis rattaché à la corp, aux États-Unis. C'est pour ça que tu m'as vu d'ailleurs Luc, quand on était à Vegas, puisque tous les ans en fait, je suis aussi conférencier, j'organise des workshops, je présente, nos produits et évidemment en anglais et évidemment auprès du public, francophone. Ça, c'est aussi, très, très important de pouvoir justement faire ces ponts-là et depuis donc 7 ans, je suis, product manager sur la sécurité de la data au sein d'Oracle. Donc on est une équipe de 9 personnes réparties un petit peu partout dans le monde, et on a, donc pour vocation de porter tous les produits de sécurité autour de la data chez Oracle
Et depuis 2 ans, j'ai aussi, ajouté alors c'était la fusion naturelle de par mes études, de par aussi mon parcours, tout ce big data qui est devenu naturellement du machine learning et puis de l'IA, puisque j'en faisais déjà il y a 10 ans. Et en fait, aujourd'hui, je gère aussi la sécurité des datas de l'IA. Donc c'est, toujours au sein d'Oracle. Nous, on fait pas de distinction entre le on-prem et le cloud. Ça reste de la data, on a les mêmes problématiques et il faut les adresser. La seule différence, on le détaillera, je pense, pendant le podcast, mais, le cloud a des spécificités et des contraintes qui lui sont propres, mais bien entendu, les concepts restent les mêmes. Euh, Juste une petite parenthèse, Hakim, tu sais que podcast, c'est un mot anglophone. Oui, Je ne sais pas si tu le sais, mais nous, au Québec, on aime franciser ces mots-là. Est-ce que tu sais comment on dit ici au Québec les podcasts? Non? absolument pas. Non, Et tu non. ne OK. trouveras jamais. C'est vrai? Absolument impossible. Je crois que c'est dans le Petit Larousse maintenant, donc D'accord. donc c'est rendu un terme officiel. Donc on dit, nous ici, un podcast, on appelle ça un balado. Oh, Donc un balado! un J'adore. balado. Ben, j'adore aussi, donc c'est juste une petite parenthèse. Ça fait bien rire Louis à chaque fois que je sors cette histoire-là de balado. Je le note. Un mot en plus. Prends note. Dans ton petit lexique français et québécois. Exactement. Quand on préparait l'épisode, Hakim, moi, il y a quelque chose dont on a discuté un petit peu et j'aimerais bien qu'on démarre par ça parce que je trouve que ça met une mise en contexte tout à fait particulière sur c'est quoi le visage de la menace en termes de sécurité actuellement sur nos données? Peut-être qu'est-ce que c'était avant, il y a quelques années, et à quoi ça ressemble maintenant, parce que ça a évolué. Tu nous le disais très très rapidement ces 5 dernières années, et on n'est plus du tout sur les mêmes types de menaces, et il faut aussi se préparer même à celles qui vont arriver dans les 5 prochaines années. Ah mais complètement. En fait, il y a 30 ans, tu vois, quand j'ai commencé, alors même en tant qu'étudiant, les menaces, on n'en parlait même pas. En fait, pendant mon cursus, universitaire, j'ai pas fait de sécurité. Pas parce que les gens n'étaient pas compétents, mais en tous les cas parce que je pense que tout simplement la prise de conscience n'était pas à l'ordre du jour. C'était il y a 30 ans, hein, je suis vieux quand même, hein. Mais en revanche, tout au long de ma carrière, moi j'ai vu les choses évoluer. Je suis réellement rentré dans la sécurité il y a 20 ans. Et en 20 ans, j'ai vu, énormément d'étapes être franchies. Il faut reconnaître que, quand moi j'ai commencé, toutes les entreprises avaient leur propre même pas data center, leur propre salle blanche. Donc, et ça, c'était encore les meilleures entreprises dans lesquelles j'étais. La plupart du temps, c'était même un simple PC, des petits PC connectés entre eux, au coin d'une salle. Chacun avait sa salle blanche. Ensuite, on a évolué et cette évolution a fait évoluer la sécurité elle aussi. Parce que vous pensez bien que quand on avait une salle blanche et que nos bases de données, elles étaient sur un serveur bien à côté de nous, que l'on pouvait toucher, que l'on pouvait administrer au quotidien, on le voyait en fait, on avait vraiment une conscience de d'où était notre base de données. Eh bien, ça impliquait finalement pour un hacker de pouvoir rentrer physiquement, en fait, dans les locaux, de pouvoir compromettre peut-être les gens, compromettre le matériel. Ça impliquait vraiment des choses. Donc, c'est là où en fait toute la sécurité qui était dite périmétrique avec, des accès physiques, les badges, et cetera, des procédures, tout ça avait son sens et c'était très important. Ça l'est toujours, mais on a vu depuis 10 ans l'arrivée justement d'une évolution en fait du stockage de la data. La data s'est externalisée, c'est-à-dire elle est sortie des murs de l'entreprise. Donc, c'est rare aujourd'hui de voir une entreprise qui a une salle blanche. Même peut-être que le mot n'existe peut-être même plus. Aujourd'hui, au mieux, on va avoir un data center, d'accord? Ou alors on va, externaliser, on a un sous-traitant, on a un infogéreur, ce genre de choses. Évidemment, vous l'avez tous, le mot, c'est le cloud. Alors, au Québec, c'est nuagique, c'est Oh! ça? Ah Ben, voilà, donc non, mais donc voilà, le nuagique, la nuagique et donc le cloud, en fait, est apparu et ça, c'est pareil, ça a complètement changé la manière de faire. Parce que désormais, votre donnée, dans le meilleur des cas, elle reste dans votre pays. Mais dans le pire des cas, elle peut être répartie, multipliée, multiplexée un peu partout dans le monde. Et là, pour le coup, vous n'avez plus du tout accès au physique. Je veux dire, physiquement, vous n'y avez plus accès. Si vous n'y avez plus accès physiquement, les hackers aussi.
Donc, dans un monde où aujourd'hui, internet a fait exploser les frontières, le temps aussi, on a des gens qui pensent encore que la sécurité de leurs données, va être, assurée du lundi 8 heures du matin jusqu'au vendredi, 18 heures, et ensuite les astreintes, la nuit ou le week-end, vont pouvoir comme ça permettre d'assurer les choses. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que depuis 5 ans, notamment avec l'arrivée des IA offensives, eh bien là, cette fois-ci, non seulement l'espace, le temps s'est complètement, dilaté, mais aussi la rapidité des attaques. Aujourd'hui, on est face à une telle vélocité des attaques, à un nombre incroyable, et ça ne fait qu'augmenter, c'est exponentiel. Si aujourd'hui, la posture de sécurité que les gens ont est la même qu'il y a 10 ans, alors là, c'est foutu. C'est-à-dire, c'est que du bonheur pour les hackers, mais pour eux-mêmes, c'est quasiment mission impossible. Alors après, on pourra le détailler en, exactement chaque aspect. Mais voilà, ces évolutions technologiques, accompagnées d'évolutions sociétales aussi, parce que le Covid a fait que on a de plus en plus de gens qui sont en remote, qui travaillent chez eux en home office, ce genre de choses. Eh bien, c'est pareil. La donnée est sortie des murs de l'entreprise. Elle est aujourd'hui accessible de n'importe où dans le monde, à n'importe quelle heure, et depuis n'importe quel canal. Avant, on avait un ordinateur. Maintenant, après, on est passé au portable, aux tablettes, et aujourd'hui, on a les smartphones. Donc la donnée, elle peut être copiée, elle peut être piratée, même quand vous êtes dans un train, quand vous êtes, à l'aéroport, et cetera. Et c'est tout ça qu'il faut garder à l'esprit quand on se positionne, en tant que défenseur de sa data. Et c'est intéressant parce que autant que l'infrastructure, elle a beaucoup évolué, aujourd'hui, on parle beaucoup, comme tu disais, de systèmes infonuagiques. Info Et, nuagique. et donc, oui, c'est clair que les vecteurs d'attaque ont évolué et sont beaucoup plus nombreux. Tu sais, tu le disais, la salle blanche où que, bon, le PC est à côté de toi et tu n'as aucune interaction externe. Tu peux te sentir isolé et tu peux te sentir en sécurité. L'évolution vers des data centers et maintenant le cloud où ce que là, les gens ont le pressentiment de ne plus avoir le contrôle parce qu'ils ne voient plus leur système à côté d'eux, donc ils se sentent un peu moins en sécurité. Je peux comprendre aussi. Par contre, les méthodes pour sécuriser ont beaucoup évolué aussi. Et aujourd'hui, tu l'as mentionné au tout début, aujourd'hui, on utilise l'IA pour augmenter cette posture de sécurité-là. Donc, on a fait des épisodes sur l'IA avec Louis et on n'avait pas inclus ça dans notre discussion, mais l'IA est utilisée aujourd'hui pour sécuriser aussi nos environnements. Ah oui, oui, complètement. Aujourd'hui, tu as, je dirais 3 aspects de l'IA qui sont vraiment, passionnants. Le premier aspect, c'est tout ce que les gens connaissent avec l'IA générative, et cetera, et ça va améliorer leur travail, et c'est génial. Mais il y a 2 autres aspects qui, moi, me concernent, tout particulièrement, c'est les aspects qui sont liés à la cybersécurité. L'un, c'est l'IA dans la cyber, et le deuxième, c'est la cyber dans l'IA. Donc, commençons par le premier. L'IA dans la cyber, c'est grâce à cette puissance, aujourd'hui, on peut avoir des outils qui permettent d'assurer un monitoring, un auditing permanent. Là où avant, eh ben, il fallait des êtres humains, et c'est un peu compliqué. Les dernières projections, il y a un rapport du MIT qui est sorti il y a 2 ou 3 mois, je sais plus, qui envisage que d'ici 2 à 3 ans, la majorité des interactions sur le web se feront par des agents IA. C'est-à-dire que le flux web sera plus important par des agents IA que par des êtres humains eux-mêmes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où un être humain scrolle en moyenne, en secondes, voire en minutes, des pages, il lit des articles, et cetera, on va passer à des agents qui, eux, seront en capacité de lire en millisecondes. Tout ce que vous loupez, par exemple, pour ceux qui ont, je sais pas moi, anciennement Twitter, ou LinkedIn, et cetera, et ils loupent des informations pendant qu'ils dorment. Ils pourraient tout à fait, paramétrer leurs agents pour que le matin, quand ils se réveillent, les agents on continue à scanner en permanence, et on fournisse un dashboard en disant: «Voilà ce qui s'est passé dans ta nuit, voilà ce qui est important, j'ai déjà fait le tri pour toi, t'inquiète pas, ça c'est bien à voir».
Et on peut imaginer la même chose pour la sécurité. C'est-à-dire tout ce que nous ne pouvons pas humainement traiter et que même nos processus actuels, même avec des algorithmes très puissants, ne peuvent pas traiter, des agents vont pouvoir le faire. C'est là où l'IA pour la cyber est juste passionnant parce que ça nous ouvre des horizons qui étaient aujourd'hui bloqués et les attaquants avaient un cran d'avance. Parce que eux utilisent les IA aussi, bien entendu, pour mener leurs attaques. Et si face à ça, on n'a pas des IA défensives de très haut niveau, qui sont branchées 24 heures sur 24, 365 jours dans l'année, on ne peut pas le faire. Et après, on a la cyber dans l'IA, c'est-à-dire l'IA, c'est juste magnifique. Alors, c'est pas un concept magique, c'est pas non plus nouveau, parce que il repose sur du matériel, il repose sur des infrastructures, des architectures logicielles, etc. Il a aussi ses propres failles. Si vous pensez notamment aux derniers protocoles, les MCP serveurs, qui Mhm. vont permettre justement aux agents de pouvoir communiquer avec des outils, etc., avec vos bases de données, hein, pourquoi Mmh. pas, eh bien, ces nouveaux protocoles très ouverts, qui permettent justement de faire beaucoup de choses, permettent aussi aux attaquants de faire beaucoup de choses. Donc, on a en permanence ces arrivées de nouvelles technologies, mais qu'il faut intégrer aussi dans son scope de sécurité. Et l'avantage, c'est qu'elles peuvent aussi nous aider à sécuriser au mieux. C'est ce qu'on fait chez Oracle, hein. De toute façon, les IA sont intégrées depuis bien longtemps et de plus en plus. Mais tu l'as bien dit, tu sais, l'IA aide à sécuriser, mais l'IA aide à détecter des nouveaux vecteurs d'attaque Bien sûr. aussi. Donc c'est cette guerre-là, hein, qui est, qui est un équilibre fragile, je dirais. L'IA fait beaucoup de choses pour nous. J'aimerais bien que l'IA aille au gym pour moi la nuit, mais ça c'est pas rendu là encore. Mais, mais Peut-être un concrètement, Hakim, est-ce que vous avez des chiffres, puis je pense que là, ça peut intéresser les gens aussi. Est-ce que vous avez des chiffres sur la progression, le nombre d'attaques, la progression du nombre d'attaques? Est-ce que vous avez, vous, chez Oracle, des chiffres qui démontrent cette progression-là qui est fulgurante? Oui, oui, alors pendant qu'on avait préparé, je t'ai donné le chiffre et puis, je n'ai pas le droit de le donner, mais je peux te donner des proportions et ça par contre, j'ai pas de souci avec ça. Il y a, alors évidemment, nous, on est un fournisseur de cloud. Donc, fatalement, à chaque fois qu'on va provisionner une VM, cette VM, elle est attaquée dans la seconde même où la VM a été créée. Pourquoi? Parce que tout simplement, justement, il y a et des logiciels et aussi des IA qui scannent en permanence et qui vont pinguer, comme ça, scanner des ports, des adresses IP, etc., pour voir si bah, la personne a oublié, laissé les mots de passe par défaut ou mal configuré, etc. Et là, à ce moment-là, l'attaque va commencer. Donc on se base beaucoup sur le MITRE, donc qui est tout le protocole, les protocoles d'attaque, bien connus et nous, en fonction de ça, on voit typiquement le nombre d'attaques. Il y a 5 ans, on était de l'ordre, de dizaines d'attaques par minute sur les clouds. Aujourd'hui et c'est pas seulement Oracle, mais c'est vraiment tous les clouds aujourd'hui, notamment les plus gros, on est à plusieurs milliers par minute. Et on voit clairement cette progression et elle ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire, on aurait eu ce balado il y a 1 an, eh bien, je t'aurais peut-être dit: «On est en centaines» et ça montre vraiment, en fait, que, il y a une vraie pression parce qu'aujourd'hui, les attaques, déjà se sont structurées, les groupes d'attaquants se sont structurés. On a face à nous des groupes, d'attaquants qui sont clairement des multinationales. Donc, elles se sont, réparties un petit peu sur les différentes time zones, mais alors horizontalement, mais aussi verticalement. C'est-à-dire, on va avoir des groupes d'attaquants qui sont spécialisés dans chaque morceau de l'attaque. Si bien que, les policiers, en fait, lorsqu'ils veulent remonter une filière ou essayer de la faire tomber, ils ne feront tomber qu'un petit morceau. Parce qu'elles interagissent toutes entre elles, mais elles n'ont pas de lien hiérarchique. Elles sont autonomes et c'est ça qui est très difficile. Donc on va avoir par exemple des gens qui sont spécialisés dans le scan de port, les scans d'IP. Ils s'arrêtent là, et une fois qu'ils ont tout scanné, ils vendent les listes des IP qu'ils ont ouverts. Ensuite, on va avoir ceux qui vont aller déployer les exploits,
le petit pied dans la porte qui fait que la porte reste entrouverte. Donc ça, c'est votre backdoor, on ne sait pas trop, c'est quelque chose de dormant. Eux, ils s'arrêtent là et ils le revendent. Et ensuite, un autre groupe, une autre équipe va prendre le relais et comme ça jusqu'à mener l'attaque finale, et cetera. Et aujourd'hui, si on ne comprend pas cette mécanique, cette structuration des attaquants face à nous, en fait, on a une mauvaise posture. Parce que eux, en fait, il leur suffit juste de compromettre un seul élément et quand ils le veulent. Donc on est sur du ou et quand ils le souhaitent. Le défenseur, lui, en revanche, il faut qu'il défende tout, donc c'est du et tout le temps. Mhm. Donc il doit tout le temps patcher, il doit tout le temps surveiller, il doit tout le temps s'assurer que les bons process sont appliqués, il doit revoir, il doit tester sa propre mécanique de défense. C'est pas simple si on n'est pas aidé, si on n'a pas les bonnes structurations, les bons people, mais aussi bien entendu les bons outils. Ouais. C'est là où justement nous on peut aider, quoi. Et puis, et puis ce que tu disais, c'est que il fut un temps où les attaques étaient menées par des humains et donc même des équipes d'humains ensemble qui agissaient rapidement, etc. Et en phase 2, c'était des équipes d'humains qui défendaient leur terrain et empêchaient l'attaque. Mais les temps de réponse, c'était des temps humains, je dirais. Là, on n'est plus du tout C'est ça. là-dedans. C'est-à-dire que si tu es juste une équipe d'humains qui essaie de garder un coffre-fort, ton serveur ou ta base de données, ça fonctionnera pas. Tu seras forcément submergé ultra rapidement, quoi. Oui, alors tu es submergé. En plus, les outils d'aujourd'hui font que on te submerge de plus en plus. On va te saturer, on va te démoraliser. Il faut bien imaginer que les attaques, c'est pas non plus que de la technologie. Et si on se focalise uniquement sur la partie tech, on oublie tout un morceau qui est la sociologie, qui est la psychologie humaine, et cetera. On sait quand mener l'attaque et là, les IA offensives sont redoutables. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette capacité d'identifier le meilleur moment de l'attaque et le meilleur moment, ça peut être, par exemple, lorsque vous avez votre plus grosse activité. Ou alors parce que, il y a plus personne, devant les écrans, pour surveiller les choses. Ou alors on va avoir 4 jours d'affilée de suite de jours fériés et on sait que les gens vont prendre leurs vacances et ça, les IA peuvent faire des combinaisons, trouver le bon moment pour attaquer. On a des systèmes, par exemple, qui ont été infestés depuis, 1 an pour certains et qui sont dormants et ils vont attendre le meilleur moment pour attaquer. Ils C'est vont ça. en apprendre le plus sur la cible pour savoir quel est le meilleur moment. Et je te dirais que possiblement qu'en France, le meilleur moment, c'est le mois de mai parce qu'il y a beaucoup de ponts, il y a beaucoup de congés allongés. Donc, je suis persuadé qu'il y a un pic Oui, d'attaque oui, au mois de mai. c'est Je vrai. sais pas, Louis, si tu as un commentaire sur ton mois de mai à toi ou... Je ne ferai pas de commentaires sur le mois de mai, mon cher Luc. On a regardé hein, le nombre de jours Oui, fériés oui. en France et au Canada, ils Oui, sont sensiblement les mêmes. Hein, donc c'est juste que nous on les c'est regroupe. regroupé. C'est le mois de mai, on a envie de commencer à profiter de l'été, c'est tout. Ah, là, ok, c'est bon, je comprends, je comprends. Mais Hakim, je trouve ça tellement intéressant. Et tu sais quoi? Tu sais, ça fait plusieurs années qu'on essaie de pousser l'info nuagique, le cloud Oracle, de notre côté, là. Et depuis le début, j'ai toujours l'impression que les clients ne prennent pas assez au sérieux le volet sécurité. Malheureusement, j'ai toujours ça en tête. On dirait que c'est pas une priorité pour les clients pour plein de raisons, là. Manque de gouvernance mais peu importe la raison, j'ai l'impression qu'ils mettent pas assez d'emphase sur l'importance d'avoir une posture de sécurité au top. Et c'est la même chose pour les autres euh, euh, fournisseurs cloud. Là. Je suis sûr que sont dans la même réalité que ce que vous vivez chez Oracle. J'ai l'impression que les clients ne mettent pas ça en priorité et c'est dangereux. C'est dommage. Mais tu sais quoi? J'ai l'impression aussi par expérience euh, que, que tu sais là, cette fameuse séparation de qui est responsable de quoi entre le fournisseur cloud et le client, c'est pas nécessairement toujours clair. Qui est responsable de quoi? Est-ce que, puis j'ai entendu ça là, à quelques reprises, souvent même, maintenant que je suis sur le cloud, ben, le fournisseur cloud est responsable
de sécuriser tous mes trucs. Et ça, je Bien l'ai sûr. entendu encore v'là pas longtemps. Et c'est dangereux. Si le client a cette perception-là, c'est extrêmement dangereux. Oui, alors c'est très dangereux. Après, tu as les contrats. Ponctuellement, il y a évidemment des entreprises qui négocient des choses, de sous-traitance, de responsabilité partagée, et cetera. Mais de manière générale, et ça, c'est pas vrai que pour Oracle, c'est vrai pour tous les fournisseurs de cloud. En fait, l'idée, c'est que, tu vas confier, en fait, tes données à une entreprise qui, elle, va gérer l'infrastructure, qui va gérer peut-être l'opérabilité, c'est-à-dire peut-être que des gens vont manager, il y aura peut-être des gens en interne, chez Oracle, chez Amazon, chez Azure et autres, qui vont manager tes serveurs, manager peut-être même ta data, jusqu'à ta data. Mais à la fin, le fournisseur de cloud, lui, ne reste responsable de rien sur le contenu de la data. C'est-à-dire, tu es le seul responsable, toi, client, de ce que tu vas y mettre. Donc si, par exemple, tu y mets des données frauduleuses, que tu mets des choses qui sont hors la loi, le cloud provider, lui, sa responsabilité va s'arrêter à un certain niveau. Encore une fois, tout sera déterminé dans les contrats initiaux que vous aurez faits, mais de manière générale, les cloud providers s'arrêtent bien à un certain niveau et laissent la gouvernance et laissent en fait la notion, en fait, si tu veux, de responsabilité au client. Donc ça veut dire que si, tu stockes des informations, mais que tu ne les chiffres pas, que tu décides de les laisser en clair et qu'un hacker vient et les exfiltre, eh bien, le cloud provider serait certainement en capacité de dire: «Moi, ma responsabilité s'est arrêtée ici puisque vous avez refusé, vous, client, que l'on chiffre les données». Parce que c'était peut-être comment dire? Un service payant ou autre. Selon les cloud providers, c'est très important de regarder les clauses parce que tu as raison, Luc. On ne peut pas juste se dire: «OK, j'ai pris un cloud provider, maintenant je me lave les mains de tout». Non, 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 attention, les responsabilités vont s'arrêter à un niveau bien précis du cloud provider et tout le reste, et généralement, c'est ce qui réellement est impactant, hein, pour la réputation de l'entreprise, pour même des poursuites judiciaires, hein, ça peut être très, 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 très grave. Eh bien, ça, c'est de la responsabilité du client. Donc, quand on parle de sécurité, c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler chiffrement, tu vois, cryptologie et ce genre de choses, et on rentre tout de suite dans la technique, donc on fait très peur. Mais en fait, la sécurité, c'est beaucoup plus vaste que ça. Les notions de souveraineté, les notions de gouvernance, de gestion des identités, tout ça, c'est de la sécurité. Et tu as raison de dire que les clients, beaucoup certains en tous les cas en prennent conscience, mais beaucoup n'y prennent pas encore, suffisamment conscience. Tu sais, pour beaucoup, chaque année, la sécurité, c'est la top, priorité. C'est le numéro un, et cetera. Mais nous, ce qu'on voit surtout, c'est que, il faut passer des mots aux actes. Et souvent, là, ça bloque. C'est pour ça que les réglementations ou les standards, NIS2, la GDPR en Europe, DORA, CRA, il y en a plein. Il y a plein de réglementations en Europe, mais il y en a aussi plein aux États-Unis, hein, la CCPA, la CCPA qui est l'équivalent de la GDPR pour la Californie. En fait, tout ça, eh bien, force les entreprises à se mettre en conformité, et très souvent, ils parlent de sécurité, justement pour dire: «Attendez, la menace, elle est très sérieuse en face désormais. Donc on ne peut plus avoir les comportements qu'on avait il y a 20 ans. Vous devez maintenant parler de résilience, de redondance, de test de tous vos environnements, d'architecture». Si je prends l'exemple, par exemple, pardon, de NIS2 ou de DORA, ce sont des réglementations et des standards qui insistent beaucoup sur la notion de résilience, mais aussi beaucoup sur le fait de tester en interne la chaîne de commandement, donc qui fait quoi? On doit savoir en cas de problème vers qui se tourner. Est-ce que les procédures sont à jour? Et est-ce que le matériel est capable est capable de repartir? Eh bien ça, si on ne le teste pas en grandeur nature, eh bien ça ne marche pas. C'est pour ça que Dora, par exemple, impose au moins un test où on débranche tout, on simule une attaque et on voit comment ça se passe. Et ça, c'est au moins une fois par an qu'il faut le faire. Moi, j'ai travaillé dans les systèmes bancaires où on pouvait aller jusqu'à 3 fois par an pour s'assurer que nos bases de données redémarrent bien, que les backups étaient restaurables
parce qu'il y aurait rien de pire qu'un backup que l'on pense recevable qui ne l'est pas. On testait nos switch-over, nos fail-over, si on était sur des environnements, tu sais, avec, des réplications, du data guard. On testait nos racks, on faisait tomber un nœud, on voyait si les autres nœuds prenaient le relais, si les load balancers fonctionnaient. Bref, si on ne teste pas, on n'a pas une bonne posture. Puis tu l'as mentionné, puis à quelque part, ces certifications-là à la ISO 27001 ou peu importe la NIST qui forcent les entreprises à être sérieux à ce niveau-là. Sinon, les entreprises, puis je comprends, là, c'est des efforts, c'est de l'argent, c'est de l'investissement, c'est des ressources internes qui doivent s'occuper de ces dossiers-là. Fait que je comprends les entreprises de ne pas toujours vouloir investir, mais c'est ces compliance-là les oblige à aller de l'avant et c'est une très bonne chose pour l'industrie, c'est une très bonne chose pour la sécurité en général. Je vais te donner une petite tranche de vie que j'ai vécue avant Oracle. Donc j'étais responsable en fait, de tout le pôle data, et prod et études du plus gros site de e-commerce en Europe à l'époque. Et en fait, chaque Noël, qui était notre plus grosse activité, hein, d'accord? On avait le Black Friday, on avait le Black Friday, ensuite on avait le Boxing Day juste après Noël. C'était vraiment notre plus grosse activité et on subissait les plus violentes attaques à ce moment-là. Donc nos bases de données étaient saturées, on avait des DDoS, mais on avait aussi des tentatives d'intrusion avec des tentatives finalement de corruption de données, etc. Je te parle même pas de la fraude, tout était condensé sur quasiment un mois et demi. Et nous qui étions à la manœuvre et les DBA, c'était un stress extrême. On n'avait pas le droit de prendre de vacances, etc. On travaillait jour et nuit. Et c'était vraiment, vraiment très, très, très compliqué. Et en fait, on était à ce moment précis, sous pression et c'est exactement à ce moment précis que les attaques étaient menées. Parce que justement, on n'avait pas la tête à faire autre chose que notre travail as usual et donc malheureusement, les attaques en plus venant s'ajouter, ont saturé. J'ai des personnes qui sont parties en burn-out, d'autres qui ont jeté leur PC, on parle d'humains en fait, hein, en jetant leur PC en disant: «C'est bon, j'abandonne, je peux plus, il y a trop de pression» et ça, les attaquants, ils jouent sur ça. Il faut mettre sous pression les humains qui font qu'à un moment donné, on a un seuil de tolérance et on arrête. Eh bien, malheureusement, la hiérarchie à ce moment-là, la première année n'avait pas pris ça au sérieux. On a eu une perte qui a été chiffrée et quand elle a été chiffrée, qu'elle est remontée tout de suite, elle a été chiffrée en millions d'euros. Hmm. Et là, l'année d'après, tout le monde était prêt. Ils avaient non seulement mis l'argent, ils avaient formé les gens, ils avaient doublé les effectifs pour être sûr qu'à ce moment-là, les gens ne soient pas saturés, etc. La leçon, en fait, de cette histoire, c'est que, en fait, tant qu'on n'y croit pas, on se dit: «Ça ne m'est jamais arrivé, c'est pas bien grave» et cetera. Et en fait, le jour où ça vous arrive, bah, c'est déjà trop tard. Une bonne posture de sécurité, c'est lorsqu'on anticipe les choses. Et moi, j'ai tendance à dire, si vous ne vous faites jamais hacker ou que, en tous les cas, votre système fonctionne très bien, c'est que certainement vous avez bien fait les choses en avant ou alors que vous êtes absolument totalement immature et que vous ne voyez même pas les attaques. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais en général, ils ont bien travaillé. C'est dans la nature humaine hein, comment dire, de se réveiller sur un sujet lorsque Au pied du mur. t'es attaqué, là, tu sais. Donc, c'est dans la nature humaine. Mais là, j'ai un sujet pour Louis que j'aimerais aborder aussi. Tu sais. On parlait qu'il y a une certaine responsabilité de part et d'autre, là, la fameuse shared responsibility là, entre le vendeur et le client. Le vendeur, comme OCI, offre beaucoup de services que le client peut utiliser pour justement sécuriser ses environnements, mais ça reste la responsabilité du client d'utiliser des services comme on connaît. Là. On parlait de CloudGuard, entre autres, de vulnerability scanning. Donc, ce sont tous des services mis à la disposition des clients, mais il faut que le client les utilise adéquatement. Maintenant, du côté applicatif aussi, il peut avoir des brèches, même au niveau applicatif. On parle beaucoup d'infra, on parle beaucoup de cloud, mais une application peut être vulnérable également. Puis Louis, j'imagine que cet aspect-là, je ne sais pas si tu as vécu des situations où si tu as
tu as eu connaissance de trucs provenant de l'application et que maintenant, tu as en tête l'aspect sécurité lorsque tu développes. Bien sûr, enfin, je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, comme tu le disais, en fait, tu peux avoir n'importe quel système ou n'importe quelle infrastructure qui va être la plus sécuritaire au monde. Si l'application que tu construis à l'intérieur, est, grande ouverte avec la clé sur la serrure, tu tu pourras pas faire grand-chose et les gens vont y accéder. Mais c'est des choses toutes bêtes, mais je sais que, sur les projets qu'on mène tous les jours, on fait très attention à ça. Dans Apex, par exemple, il y a tout ce qui est, authorization scheme, authentication, toutes ces choses-là, on a des procédures qui font que, avant de sortir une nouvelle version, on va aller scanner l'application, on va aller vérifier que ça a été mis partout, ça a été configuré correctement, que t'as pas une de tes pages qui est ouverte au public pour X ou Y raison parce que le développeur a voulu faire un test et a oublié de le remettre. Il y a des fois sur des projets, des exemples, c'est des exemples tout bêtes, mais c'est uniquement ça. C'est juste une personne qui a fait un test. C'était plus facile d'enlever une sécurité ou une condition ou quelque chose, qui a oublié de le remettre et ça passe à l'as, ça passe en production et tu te retrouves avec une faille de sécurité énorme sur un système qui peut avoir toutes les protections du monde, tu pourras rien y faire. Tu sais, le nombre de si enfin, pas de sites, d'applications, avant d'être chez Oracle, hein, j'ai fait beaucoup, 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 beaucoup d'entreprises. J'en dénombre à peu près 78. J'ai fait beaucoup de missions, hein, et donc j'ai vu je pense vraiment tous les environnements les plus critiques, les plus matures, les plus immatures, enfin bref, énormément de choses en Europe et puis dans le monde, et ce que je constate toujours qui revient systématiquement, c'est la mauvaise discussion entre les devs et les équipes de prod. Et parfois même les TMA. C'est-à-dire, parce qu'il faut régler un problème en prod, on va demander aux devs, bah, ponctuellement de venir se connecter parce que les gens de prod n'ont pas le temps ou parce qu'ils n'ont pas la maîtrise. On lui ouvre la porte et on oublie de la refermer. Ou on lui donne des droits dès le début. Voilà, on lui dit, «Le jour où tu auras besoin, tu t'y connectes» et cetera. Mais ça, en fait, on crée des failles, terribles, et en plus qui reposent pour l'immense majorité sur un credential qui est juste le login mot de passe. Et ça, c'est très facile d'obtenir un mot de passe, si bien qu'aujourd'hui, nous, chez Oracle, on préconise le passwordless. Donc, on bascule plutôt sur des échanges de clés, donc, des paires de clés SSH, avec aussi des, identity providers. Donc, ça peut être évidemment des Radius, des Kerberos, des échanges de jetons, des choses nettement plus, strong, nettement plus fortes, qui permettent d'éviter justement que le credential ne soit le seul. Après, on a les MFA. Donc voilà, on va évidemment s'assurer que, OK, peut-être que vous utilisez ce credential, mais on va quand même vous ajouter un 2e, voire un 3e facteur pour s'assurer que vous êtes la bonne personne. Et c'est ces postures-là, c'est ces habitudes qu'il faut prendre, parce que les applications aujourd'hui, surtout dans le DevOps, world dans lequel on est, où on peut sortir en permanence des applications qui sont pas forcément bien faites, mais parce qu'on veut sortir vite. Moi, j'ai vu des clients qui sortaient 3 releases par semaine. 3 releases par semaine sans aucun audit de code. Et quand je parle d'un audit de code, c'est pas juste en interne quelqu'un qui vient et qui regarde le code. Mais auditer un code, ça coûte horriblement cher. De faire venir une entreprise indépendante, externe, qui audite le code source, qui le valide, et cetera, c'est impossible 3 fois par semaine. Donc, en plus, ils patchent pas, ils vont peut-être pas utiliser les dernières versions, de leur langage, de leur compilateur, bref, il y a énormément de choses qu'il faut surveiller. Donc l'application est effectivement la première porte d'entrée. Tout ce qui est SQL injection, ce genre de choses vont passer justement par les applications, parce qu'on va profiter soit d'une méconnaissance des développeurs, soit, parce qu'ils sont pris par le temps, par le business, par un tas de choses, et du coup, ils ne vérifient pas tout. Là, les IA peuvent devenir vraiment utiles, parce qu'elles peuvent faire ce travail qu'on ne faisait pas, avant en tant que développeur ou en tant que qualifiant. Si on passe en QA, en UAT, en pré-prod, et cetera, eh bien là, les IA peuvent vraiment devenir des testeurs, mais sur la posture de sécurité. On voit de plus en plus d'outils. Oracle est en train de travailler d'ailleurs même sur ce type d'outils, où on fournirait aux développeurs des outils de testing, et donc de manière à s'assurer que, bah, ils n'ont pas ouvert des portes, de manière, involontaire, et cetera. Le fait d'aller vers le cloud, tu disais, on a beaucoup de clients qui n'y vont pas encore.
face à des réglementations qui obligent la résilience, qui obligent de patcher en permanence, qui obligent d'auditer le code, et puis les attaques qui se multiplient, aujourd'hui, ne pas aller vers des cloud providers, ça voudrait dire qu'en interne, on est sûr de soi. Et sûr de soi, ça veut dire avoir un SI qui est super mature, avoir un SOC de très haut niveau, avoir des gens, très bien formés, avoir une stratégie au niveau du CODIR et du COMEX qui soit, très sécuritaire, volontariste. Ça implique beaucoup de choses. Alors, il y a des entreprises, hein, il y a pas de souci. Mais ce qu'on constate surtout, c'est que l'immense majorité n'en sont pas là. Et donc, nous, on s'impose tout ce qu'on vient de dire là depuis le début de ce balado, eh bien, tout ça, on se l'impose nous chez Oracle. Quand on patch, enfin quand on donne une version dans le cloud, elle est déjà patchée parce qu'elle a déjà été passée au banc des benchmarks, des tests, les applications ont été, validées et cetera, et ensuite la version que vous avez, c'est toujours la dernière, qui est dernière toujours patchée. Si vous pensez aux CPU que l'on sort tous les 3 mois, les Critical Patch Update, eh bien, on sait que dans les heures qui vont suivre la sortie de ces CPU, des attaques vont être menées sur les versions précédentes. Parce que là, on a officialisé qu'on avait bug fixé, on avait, réglé des CVE, bien précis. Les attaquants savent très bien pertinemment que les entreprises, pour appliquer une campagne de patch, certains ne le font pas et d'autres qui le feraient, ça va peut-être prendre des semaines, voire des mois. Eh bien, ils mènent leurs attaques et la plus grosse histoire, c'est Equifax, qui a vraiment été, là pour le coup, emblématique du sujet, mais c'est toujours d'actualité. Aller dans le cloud, ça vous permet d'avoir toujours une version à jour et toujours patchée. C'est clair. Puis, tu vois, comme je mentionnais au tout début, les clients à l'époque et même encore aujourd'hui sont des fois réticents à faire le passage vers le cloud et pourtant, on a beau leur expliquer que pour nous, on considère que leur BD Oracle sur OCI est nettement plus sécurisé que ce que ce client-là peut avoir et gérer par lui-même dans son data center pour plein de raisons. Oui, ils ont des compétences, mais j'aime mieux savoir qu'il y a des milliers d'ingénieurs sécurité du côté OCI qui s'assurent de constamment gérer, de sécuriser au max. La BDI autonome est un très bon exemple. La Autonomous DB qui se patch par elle-même, ben, j'ai jamais vu ça sur un système on-prem. Tu sais, comme tu l'as dit, beaucoup de cycles de patch se font sur des années. Donc, Bien sûr. tu peux pas être au même niveau. Tu peux clairement Tu pas être imagines, au même niveau. on a encore des clients qui ont encore de la 9, de la 10G. Alors la 9, non, j'en vois plus trop, mais de la 10G, mais même 10G, c'est juste énorme et très rapidement, je peux t'assurer qu'il y a encore 5 ans, quand nous on parlait du cloud et surtout moi de sécurité, eh bien, on avait beaucoup de clients en face de nous et moi, j'ai la chance ou la malchance d'avoir les clients du monde entier. C'est pas que les clients, francophones. Eh bien, tous me disaient, la même chose, c'est-à-dire, ils ne voulaient pas aller dans le cloud parce qu'ils avaient peur du côté sécurité et ils nous disaient tous: «Oh là là, non, moi jamais dans le cloud. Moi vivant, jamais je n'irai dans le cloud parce que, je ne sais pas ce que ma donnée va faire, des gens, je sais pas qui va l'administrer et puis il y a des hackers et cetera qui le prendront». Aujourd'hui, et là je le constate depuis 2 ans, c'est l'inverse. C'est-à-dire les mêmes gens qui me disaient: «Moi vivant, j'irai jamais», alors ils sont toujours en vie, mais par contre ils y vont. Et là, ils nous disent la chose suivante, c'est: «Ah, mais aujourd'hui la sécurité, c'est devenu trop complexe. C'est grâce à OCI que désormais, on peut s'assurer d'une meilleure sécurité». Et ça, tu vois, cette bascule psychologique, elle a eu lieu. Pourquoi? Parce que bah, il y a eu de plus en plus d'attaques très sérieuses, mais vraiment sérieuses, et 2, des réglementations aussi qui sont devenues de plus en plus exigeantes. Moi, je le dis toujours, à ceux qui veulent l'entendre, à mes clients qui veulent l'entendre, c'est que quand on parle de sécurité, on parle de sécurité. Je ne parle pas d'autre chose. Et si on parle de sécurité, à un moment donné, il faut être honnête avec soi-même. Soit votre système est sécurisé et vous en êtes sûr, soit il ne l'est pas et les hackers vont s'en donner
à cœur joie. Il n'y a pas de discussion, la diva, le meilleur membre de mon équipe SI m'a dit que c'était bon, on a les meilleurs trucs, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Je leur dis: «Attention, la cybersécurité, c'est une école d'humilité. Si vous n'êtes pas capable de votre autocritique et d'être honnête envers vous, là, les hackers, ils s'en fichent, hein. Eux, ils s'en fichent de savoir que vous êtes arrogant, que vous êtes bon ou pas bon. Le système, il est hackable, ils vont le hacker, c'est tout. Ouais. C'est assez binaire. Donc Mais il tu faut sais, qu'ils pour aient ça revenir en tête. sur la Autonomous DB et Apex qui est aussi mis à jour et qui est aussi la posture de sécurité de la plateforme Apex est à son maximum le plus possible. Mais c'est pas nécessairement simplement pour une question de sécurité, mais c'est aussi pour une question de fonctionnalité. Puis Louis, je pense que de ton côté, tu es aussi heureux de savoir que Apex va être mis à jour avec les dernières versions. Donc, toi, tu bénéficies des nouvelles fonctionnalités aussi qui sont récentes comparativement à des clients que tu connais qui sont toujours sur des versions 22, tu vois, Apex. Là. Donc Bien sûr. oui, l'augmentation de la posture de sécurité, mais c'est aussi permettre de profiter des fonctionnalités le plus tôt possible. Bien Bien sûr, de toute sûr, bien façon, sûr. c'est évident, d'avoir des systèmes, patchés à jour, c'est la base, je dirais, de nos jours. Si tu restes sur des anciennes versions, non seulement tu vas avoir des bugs dans tes applications et cetera, mais en plus de ça, tu vas avoir des risques de sécurité parce que tous les composants de ta stack technique sont pas à jour. Et on parlait de sécurité, mais tu vois, juste pour le mentionner, mais sur la roadmap, il y a l'utilisation des passkeys pour, pouvoir s'authentifier dans Apex, qui est inscrit sur la roadmap et qui fait du sens. On disait d'oublier d'avoir des passwords, et cetera, et ça en fait partie. C'est Bien pouvoir sûr. se loguer tout simplement avec, ton empreinte digitale, avec, tous ces éléments-là qui sont quand même plus difficilement hackables, qu'ils seront à un moment ou à un autre de manière de plus en plus importante, mais c'est une course effrénée pour, trouver un système qui soit plus sécurisé que l'autre. Et tu vois, tout ce dont on est en train de parler, les obligations réglementaires, les Mmh. patchs, le fait de bénéficier des meilleures choses, de pouvoir suivre les protocoles d'attaque en quasi temps réel et de pouvoir s'y adapter. Ça, en fait, on y a réfléchi il y a 10 ans, donc chez Oracle, et ça a donné naissance à DataSafe. Donc DataSafe, en fait, OK. c'est un web service qui est inclus dans ta souscription au SIA. Donc il n'y a pas de surcoût par rapport à ça. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que ça devient ta tour de contrôle de sécurité de tes data, donc de tes bases de données. Et l'idée, c'est que tu as toujours la dernière version de DataSafe. D'ailleurs, vous le savez même pas, mais nous, on sort des mises à jour quasiment tous les 3 à 4 jours. Et, vous avez toujours, vous bénéficiez en permanence des dernières choses. Mais l'intérêt, en fait, de cette tour de contrôle, c'est que lui, il va réellement surveiller en temps réel tous les composants de sécurité de votre data. Et c'est là où ça devient intéressant parce que nous, dès qu'une nouvelle réglementation arrive, nous, on peut l'intégrer facilement. Dès que des nouvelles recommandations, des standards, NIST par exemple, NIST 2 ou CIS, ce genre de choses, eh bien, on peut les insérer facilement et du coup, vous en bénéficiez. Donc vous n'avez pas besoin non plus d'avoir des experts qui se forment, toutes les semaines et cetera. Ça, c'est bien si vous le faites, hein, vraiment, moi je ne peux que vous recommander de faire ça, mais en tous les cas, vous avez aussi quelque chose qui s'auto-incrémente, tu vois? S'auto-update, et DataSafe ne fait que grossir. Donc, au début, on avait commencé avec, uniquement, on avait intégré DBSat à Mhm. l'intérieur, donc pour faire des assessments, donc évaluer parce qu'on ne peut pas avoir de sécurité si on ne sait pas ce qu'on doit sécuriser. Donc savoir où on en est. Ensuite, on a mis en place des notions de comparaison. Donc, tu as ta baseline. Quels sont les risques que j'ai acceptés, ceux que j'ai couverts, et cetera? Et ensuite, maintenant, je veux voir le delta. Et donc lui, comme il est plugué en permanence sur tes bases de données, il voit s'il y a un drift, s'il y a une légère, évolution, si quelqu'un est en train d'essayer de faire une escalade de privilèges ou ce genre de choses, et on a la possibilité de revenir à cette baseline en lui disant, «Non, non, non, ça, ce paramètre, hors de question. Tu me le remets tel qu'il devait être». Vous avez des alertes en temps réel et cetera. Tout ça, c'est pour éviter les faux négatifs, les faux positifs.
DataSafe, c'est vraiment puissant. Tu vois, oui, puis je suis content que tu en parles parce que c'est un service justement qui est sous-utilisé, selon moi. Puis on parlait de l'IA. L'IA est embarquée dans DataSafe à fond parce que ça permet de pouvoir faire l'évaluation de risque, de pouvoir détecter des patterns qui sont différents. Donc ça, c'est purement de l'IA derrière qui fait sa magie. Mais DataSafe, c'est un outil, comme tu l'as dit, là, qui est parti de DBSAT, qui était très, très statique, un audit en temps réel, et qui a évolué pour qu'il devienne dynamique et qui, en temps réel, euh, 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 fasse la surveillance. Mais tu sais quoi? Je connais très peu de clients qui bénéficient de cet outil-là, quoi qu'il est gratuit. Tu peux, Bien sur dommage. OTI, l'utiliser, mais je trouve qu'il est sous-utilisé et c'est un outil comme CloudGuard qui doit être automatiquement mis en place et plus que mis en place, qui doit être aussi surveillé, donc avoir des équipes qui surveillent ce qui se passe. Parce que je suis persuadé que tu as entendu des histoires de clients qui avaient tous les outils en place, mais que personne surveillait ou que... Mais oui, oui, mais c'est ça, c'est là où je te disais que les IA vont venir remplir ces angles morts parce que, nous on le constate ce genre de choses. Ce que tu es en train d'expliquer, malheureusement, on a beau mettre à disposition des outils, si les clients ne les utilisent pas, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose. La seule chose sur lequel nous on peut jouer, c'est sur la sensibilisation. Ils ne l'utilisent pas peut-être parce qu'ils ne le connaissent pas. Donc c'est notre rôle de le faire connaître, c'est très important, et aussi de le rendre de plus en plus intéressant pour eux, utile. Ça sert à rien d'offrir un outil qui ne leur servira à rien. Et DataSafe a commencé par faire des évaluations, il fait du monitoring, de l'audit. On a rajouté le masking. Donc aujourd'hui, on peut anonymiser ces données grâce à DataSafe. Et on a ajouté la dernière évolution qui a été ajoutée, c'est le SQL Firewall. Ça veut Mmh. dire que avant, c'était une appliance DB Firewall qu'il fallait installer, qu'il fallait déployer, etc. Aujourd'hui, SQL Firewall, depuis la 23 AI, eh bien, en fait, on a réécrit le cœur de la base de données pour pouvoir mettre justement SQL Firewall à l'intérieur. Et donc, vous avez désormais un WAF, mais dédié au SQL Workflow. Donc, toutes vos requêtes SQL, désormais, il n'y a plus d'outils intermédiaires, donc plus moyen de le bypasser. Il est directement hard-codé dans la base de données. Et de ce fait, eh bien, tout votre flux SQL, et là je pense au SQL injection, hein, eh bien, votre flux SQL est sous surveillance et protégé, et vous pouvez le stopper et le bloquer. Eh bien, tout ça est contrôlable depuis DataSafe. Donc, vous pouvez le paramétrer SQL Firewall, mais vous pouvez après non seulement l'auditer, le monitorer en temps réel, mais lancer des notifications, des alertes, des reports. Alors là, une fois qu'on a tout ça et qu'on ne l'utilise pas, et en Ouais, bah, c'est plus, vrai. moi j'ai fait c'est moi qui ai créé les labs pour que les gens puissent en plus le tester. Donc ce sont des labs gratuits. Moi, j'en ai créé 32, donc c'est moi qui ai été responsable de la création de tous les labs de la sécurité des données, chez Oracle. Donc allez-y, allez sur Oracle Live Labs et vous verrez, il y a pas que sur la sécurité, hein, il y a plein de labs, je vous invite à le faire. C'est gratuit et vous allez suivre des exercices pas à pas qui vont vous expliquer comment ça fonctionne. Voilà, notre boulot à nous, moi en tant que PM, c'est évidemment d'améliorer nos produits, mais aussi de les faire connaître. Une fois qu'on a fait ça, on ne peut qu'inciter les clients à les utiliser parce que ce sont des outils vraiment, vraiment pratiques. C'est pas de la cosmétique. C'est devenu trop important. Ah, je suis content que tu parles de SQL Firewall parce que justement, j'allais le mentionner comme étant une partie qui était, bah, qui incombait plus, soit aux développeurs, soit aux DBA, mais qui était moins sur la partie, on va dire, infrastructure et qui permet justement d'avoir une vraie posture de sécurité sur, bah, tout ce qui s'exécute sur ta base et dans tes applications et c'est vrai que c'est ultra intéressant parce que tu peux bloquer n'importe quelle attaque. Tu parlais d'injection SQL, mais c'est typiquement ça. Tu peux bloquer toutes ces attaques directement au cœur de la base de données et il n'y a pas de moyen, comme tu le disais, de passer à côté. Par contre, merci parce que je savais pas que c'était, lié à DataSafe et que Oui, tu oui, alors en pouvais, fait, il a été écrit dans, mmh 23
Mmh. Donc quand tu installes en fait 23 AI, tu as SQL Firewall. Ouais, ouais, Après eh bien, tu peux toi-même, en fait, tu pourrais toi-même, via du SQL, le paramétrer. Mais et DataSafe l'inclut, donc OK. autant l'utiliser dedans. Beh, parce que moi je l'ai testé quand la 23 AI est sortie, je l'ai testé, justement en configurant des règles, directement dans la base, mais je savais Voilà, pas que tu pouvais le faire depuis DataSafe. Ça, c'était la première et chose c'est et la beaucoup deuxième plus simple. chose et la deuxième chose, c'est merci beaucoup, de mentionner Lavelight parce qu'on le fait très régulièrement dans le podcast, mais c'est une plateforme qu'on Super. adore parce que c'est Oui, simplement en fait, je dirais, c'est le parfait match entre, apprendre des nouvelles choses et les pratiquer tout de suite et du coup savoir le faire. Parce qu'il y a plein de fois où on fait des formations, moi je me forme régulièrement sur Oracle University et cetera, mais il y a un petit peu de travail, où tu fais des choses directement, mais Live Labs, je veux dire que tu fais quelque chose pendant 2 heures, tu fais un Live Labs, tu c'est ça. ressors avec et de la connaissance et des compétences que tu peux mettre en pratique tout de suite et c'est vrai que c'est une plateforme géniale pour ça. Et Puis, tu puis vois, j'avais fait, donc j'ai fait des labs pour chacune des technologies que l'on a, donc chacune des features. Donc vous les verrez, hein, vous faites une sélection sur security et puis vous les trouverez. Il y a des labs aussi sur DataSafe, comme ça vous voyez tout ce que DataSafe permet de faire et comme tu le disais, en 2 heures de temps, bah, ça y est, vous avez compris tout ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Parce qu'à chaque fois, on a des sections de description. On explique pourquoi c'est important de faire ça, donc même si vous n'avez pas des notions ou des certifications en sécurité, eh bien, vous allez tout de suite aller à l'essentiel. Et surtout, moi, quand j'ai fait les labs, je voulais surtout que tout le monde puisse comprendre pourquoi on le faisait. Et j'ai fait un autre lab qui s'appelle, Tales from the Dark Side, donc les contes, Mmh. du côté obscur. Et bien, en fait, c'est pour vous montrer à travers un fil rouge qui est un ransomware, une ransomware attack, de bout en bout, quelle doit être votre posture de défense. Donc j'ai fait ce lab en vous offrant deux bases de données. Vous avez une base de données qui est absolument poreuse, rien n'est installé, aucune posture de sécurité n'a été appliquée, ce qui entre nous représente peut-être trois quarts des bases de données dans le monde, et une autre base de données où tout est sécurisé. Ouais. Et une autre base où tout est sécurisé, et là, vous lancez exactement les mêmes protocoles d'attaque. Et vous allez voir comment sur l'une, elle se comporte, donc comment on peut exfiltrer de la data, modifier des informations, et comment sur l'autre, eh bien, tout est bloqué. Et pourquoi elle est bloquée. Et je vous explique pourquoi pas à pas. Ça, ce Tales from the Dark Side, c'est vraiment bien, surtout si vous voulez commencer à découvrir la sécurité. Tout le monde peut faire ce lab parce que tout le monde va comprendre l'intérêt. Et on va dire: «Ah, mais maintenant je comprends pourquoi depuis des années on me parle de chiffrement. Ah, je comprends pourquoi on me parle de d'anonymisation. Ah, j'avais pas bien compris. Ah, je comprends maintenant pourquoi il faut surveiller, les identities», et cetera, et cetera. Mais tout ça autour d'une véritable histoire. je suis content aussi que tu parles de Live Labs. Tu sais que l'objectif du podcast, c'est aussi pour augmenter le contenu francophone dans la communauté Oracle. Donc, et Louis est une personne qui participe énormément à la communauté, beaucoup de blogs. Donc, on est les deux, on fait partie de Oracle Ace, donc la communauté Oracle. Donc on met beaucoup d'efforts sur la création de contenu. Donc, et tu me rappelles en parlant de DataSafe que j'ai fait des blogs sur DataSafe il y a quelques années que je devrais peut-être revisiter et mettre à jour. Mais oui, c'est un truc qu'on aime, Louis et moi, de partager avec la communauté. Live Labs, j'ai euh, j'ai euh, j'ai fait l'expérience de créer un Live Labs il y a quelques années sur observability et management. J'ai trouvé de l'exercice hyper intéressant. C'est beaucoup de travail, mais c'est hyper intéressant de créer ce contenu-là et de le rendre disponible. Et je viens de voir là, sur Live Labs, il y a quand même... C'est bien de voir après coup la quantité de personnes qui ont été voir mon Live Labs, mon workshop, et c'est bien de voir que ça a pu profiter à un certain nombre de personnes. Donc c'est un truc que Louis et moi, on aime faire, de partager dans la communauté. Donc, Live Labs, clairement, c'est un truc
que je recommande à tout le monde d'aller voir. Il y a beaucoup de choses, il y a énormément d'ateliers, de workshops disponibles sur Live Labs, donc j'invite tout le monde à aller voir. Et oui, c'est facile. C'est facile à rouler, c'est facile à expérimenter. Donc, je pense que tout le monde devrait au moins aller voir le contenu et d'essayer quelques workshops parce que ça vaut vraiment la peine. On apprend énormément. Oui, et puis pour ceux qui sont pas familiarisés de Live Labs, donc ce sont des VM qui s'installent rapidement, entre 3 à 10 minutes. Vous n'avez absolument besoin de rien, uniquement votre browser internet, c'est tout. Tout est lancé côté OCI, ce sont des sandbox, donc vous n'avez pas peur, hein, vous pouvez les casser, les détruire. De toute façon, elles s'auto-détruisent une fois que la durée du lab est passée, en général quelques heures. Et après, vous pouvez les créer autant de fois que vous voulez, c'est gratuit. Donc comme ça, vous pouvez découvrir des nouvelles features, vous pouvez tester vos features, vous pouvez jouer avec vos propres use cases si vous avez envie. Non, franchement, c'est un vrai espace de jeu très intéressant. La communauté, Hakim, on parlait avec un de tes collègues il y a quelques semaines déjà, PM du côté BD Oracle, et il nous mentionnait que la communauté était pour lui une source d'informations super importante. Donc, il allait récupérer dans la communauté plein d'idées, plein de trucs que les gens partageaient au niveau de la BD. Au niveau sécurité, toi, Hakim, est-ce que la communauté, est-ce que tu vas vers la communauté pour aller récupérer des commentaires, aller discuter avec les gens, qu'est-ce qu'ils vivent, leur expérience et ramener ça à l'interne pour essayer de réfléchir sur des nouveaux trucs au niveau de Oui, la oui, sécurité. oui, ça on le fait très fréquemment. Alors, je vais être honnête aussi avec toi, le côté francophone, enfin le monde francophone est malheureusement, trop peu encore présent. C'est-à-dire, toutes les informations, on les tire énormément des États-Unis, énormément, mais les Américains, c'est pas le monde, hein. Il y a plein de choses qui se font en dehors, différemment en tous les cas. On a quand même l'Asie qui est, assez présente et en Europe, je dirais, c'est UK et Germany et Allemagne et c'est là où moi justement j'ai à cœur que la communauté francophone justement puisse faire remonter des choses. Alors moi, je le fais parce que je suis francophone et comme je suis basé à Paris, j'ai accès à des clients, français, suisses, belges, mais je trouve que c'est pas encore assez. C'est-à-dire même moi, en étant à Paris, je travaille beaucoup plus avec, l'international qu'avec les Français. Et pourtant, on a énormément de déploiements en France, énormément aussi au Canada, au Québec et je trouve que c'est dommage en fait, qu'on n'ait pas suffisamment d'interaction. On en avait parlé quand on s'était vu à Vegas, c'est pour ça que je suis ravi que tu aies lancé ce podcast balado parce que, ça participe et ça doit participer à ça. Donc c'est vraiment bien. Dans le monde francophone, on n'en a pas assez, clairement. Je suis d'accord avec toi. Euh, mais tu sais, puis on parlait juste un peu avant que j'ai l'impression personnellement que la sécurité est peut-être pas un sujet pris au sérieux comme il devrait, et tout passe par la sensibilisation de la sécurité, de la formation et tout ça. Je sais que tu as participé, et Louis aussi a participé au Dev Week Oracle France il y a quelques mois déjà. Donc ça, c'est une manière, je pense, de parler de ces sujets-là. C'est une manière comme tu le fais aujourd'hui, d'une manière brillante, d'expliquer pourquoi c'est important, qu'est-ce qu'il y a en place, qu'est-ce que les gens devraient faire et donc de sensibiliser. Je pense que c'est hyper important. Je pense que le Dev Week, c'est une manière de le faire au niveau de développement. Peut-être que le développement est un sujet peut-être que les gens sont plus intéressés à en entendre parler. Je pense que entendre parler de sécurité n'est pas très sexy, peut-être, je Ouais, dirais. c'est Mais vrai. comment, selon toi, puis Louis aussi, là, avec ton expérience sur Mmh. DevWeek et tout ça, tu sais, on participe à plusieurs conférences. Comment, selon toi, Hakim, les gens pourraient être ouverts à entendre parler plus de sécurité, l'importance de la sécurité, parce que tout passe par là. Si les gens ne sont pas convaincus, ils iront pas. Bien sûr. Comment tu penses être capable d'aller accrocher les gens? Alors, on a créé aussi une Security Week.
Donc, Oh, OK. tu pourras voir, on avait fait ça en février de mémoire et je sais que, Oracle France, par exemple, veut vraiment s'adresser à toute la francophonie. Donc, aussi bien le Québec, l'Afrique du Nord, et tous nos comptoirs, aussi de par le monde et évidemment Belgique, Suisse, Monaco, et France et donc la comment dire, et Luxembourg, j'ai oublié le Luxembourg. En fait, la Security Week est dédiée vraiment à la sécurité. Donc là, pendant de la même manière que la Dev Week se faisait sur plusieurs jours, on avait fait ça et ils vont le refaire parce que c'est vraiment utile, important. Ça nous est demandé aussi par des clients. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, comment faire mieux? Bah, il faut qu'on fasse plus. C'est-à-dire il faut vraiment qu'on sensibilise toujours parce que, 1, la sécurité, si tu veux, tant qu'elle est considérée comme une contrainte, comme quelque chose qui empêche l'innovation, parce que ça, je l'entends, oh là là, ça me rend fou à chaque fois que je l'entends. Ça empêche l'innovation, la réglementation empêche l'innovation et cetera. Tant qu'on a cette vision-là, qui pour moi est archaïque, hein, eh bien là, on fait le jeu des hackers. Et les hackers sont heureux d'entendre ce genre de choses, hein, surtout quand ça vient de la bouche de nos gouvernants qui relaient en fait, d'autres personnes qui vont dire: «Oui, la réglementation, l'innovation». Mais l'innovation, il y a des gens, ça ne pose aucun problème et rajouter de la sécurité fait que votre produit devient encore plus crédible. Il y a rien de pire que de sortir un produit qui soit hackable en une semaine ou en 2 jours ou en 1 heure parce que votre produit, après sa réputation, elle est finie, c'est terminé. Et pire, fournir un produit qui ne soit pas sécurisé. Là, ça veut dire que vous vendez quelque chose qui est une porte ouverte pour tous les attaquants. Donc, la sécurité, pour moi, c'est pas simplement un argument commercial, c'est une réalité. Et c'est une réalité dans notre monde technologique qui a des effets immédiats. C'est soit vous êtes sécurisé et dans ce cas-là, le hacker ne peut pas passer, soit vous ne l'êtes pas et vous faites des ronds de bras, tout ça c'est de la littérature, vous ne faites que parler, vous montez sur scène avec des grands mots en disant: «Oh sécurité, sécurité», mais vous ne la faites pas et là le hacker il rentre chez vous. Et donc là, on est face à quelque chose encore une fois d'assez binaire. Ça marche pas et il faut faire très attention parce que si on ne met vraiment pas la notion de security by design en place, donc tout le monde doit être formé. Le CFO, le DAF doit être formé. Le CEO doit être formé, donc le PDG, les DSI. Pourquoi? Parce que alors je leur demande pas qu'ils deviennent tous des RSSI, hein, mais qu'ils aient cette notion, cette compréhension. Ensuite, il faut qu'il y ait en permanence, je dirais au moins une fois par mois, qu'il y ait des gens qui leur parlent de sécurité. Les dernières nouveautés, les nouveaux protocoles, les concurrents. Parce qu'en général, ils réagissent quand dans leur même domaine, le concurrent vient de se faire hacker. C'est toujours, «Oh mais ouais, mais nous, ça nous concerne pas parce que c'est pas nous». «Ah mince, c'est le concurrent direct? Ouf, alors on est peut-être les prochains sur la liste». Donc c'est d'avoir, là, je pense que le travail des consultants, des partenaires, eh bien, c'est aussi de faire ça, de la sensibilisation. Le podcast que tu fais, j'espère que des milliards de personnes le verront pour que, bah, encore une fois, ça participe à cette sensibilisation. Mais tout ce que je sais, moi, par expérience, et surtout en sécurité, c'est que la formation, c'est de la répétition. Si tu penses que tu as fait une security week ou que tu as vu une fois une personne et que tu lui as dit les choses et que ça y est, tu as fait le travail, ça sert à rien. Surtout en sécurité, répéter, répéter, répéter et vérifier. Contrôler, répéter, contrôler, répéter. Tant qu'il n'y a pas ça et tant qu'on ne voit pas de changement réel, bah, le système il n'évoluera pas et il sera pas sécurisé. Je suis d'accord, puis comme tu le disais, à la vitesse que les vecteurs d'attaque, s'ajustent, ou explosent en nombre, c'est clair qu'on doit répéter l'importance de la sécurité et même nous ici à l'interne, on a de la formation obligatoire à suivre au niveau de la sécurité en général là. Tu vois? Donc il y a des trucs qui sont hyper importants que les gens pensent pas, mais qui sont hyper importants à faire attention. Tu sais, je pense que ça, c'est normal. Ben, c'est rendu, je pense normal
de devoir suivre ces capsules-là de sécurité, de s'assurer qu'on respecte les bonnes procédures et tout ça. Je pense que tranquillement, dans le monde en général, encore une fois, je pense que les gens comprennent pas toujours la nécessité, mais je pense que tranquillement, ça vient naturellement que les gens vont embarquer dans cette routine-là de formation ici et là. Mais Il ça faut va être comme l'espérer, ça hein. pour longtemps parce que, encore une fois, ça évolue énormément. Tu sais, en France, il y a le mois de la sécurité en octobre. C'est aussi, l'occasion, tu vois, de créer comme des moments pour, forcer les entreprises à penser, cycle de formation. «Ah tiens, c'est en octobre, bon OK, on va le faire». On peut s'imposer comme ça, tu sais, un rythme au sein de l'entreprise pour se dire, chaque mois, eh bien, c'est un élément, un thème spécifique. Bah, le mois de la sécurité, ça, c'est en France, globalement. Mais mais encore une fois, je vais te donner un dernier petit exemple, d'un client en fait qui m'a contacté parce que, en fait, ils se sont fait hacker leur base de données. Mais, quand tu vas connaître l'histoire, c'est très compliqué parce qu'eux étaient très bien formés, mais les attaquants sont passés par la famille d'un membre de son sous-traitant. On en est là aujourd'hui, c'est-à-dire les attaquants n'attaquent plus en frontal. Ils vont attaquer le deuxième, voire le troisième niveau et là, ils sont passés par quoi? Ils ont hacké, en fait, le téléphone portable, bah, de la fille d'un membre de l'équipe DBA qui était sous-traitant. En passant par sa fille, bah, voilà, elle avait aucune conscience, ni même peut-être de la sécurité. Ils sont rentrés, ils se sont installés sur son système à lui. Comme lui, il travaillait en remote depuis chez lui et qu'il accédait aux bases de données de son client, eh bien, ils sont passés comme ça. Et on en est là, c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, comme j'insiste, on avait commencé par ça, mais les manières aujourd'hui de travailler, la manière, toute l'architecture telle qu'elle est aujourd'hui, comment on accède à l'information, doit faire partie de sa posture de sécurité. Une entreprise qui a, une méconnaissance de qui accède, quand il accède et comment il accède à la data, eh bien, ça c'est dramatique parce qu'il ne sait pas qu'il est à ce point-là, les vecteurs d'attaque peuvent être la surface d'attaque est immense, elle est immense. Ah, c'est incroyable, c'est incroyable. Et il y a quelque chose que j'ai souvent entendu, moi, chez les clients avec qui je travaille, c'est, ouais, c'est vrai qu'on aimerait bien, mais en fait, on a l'impression que c'est tellement compliqué et que ça sera jamais parfait que, ben, on finit par pas le faire. Mais finalement, tu te rends compte que c'est bien de mettre en place des choses, même si c'est pas parfait, ça complique quand même un minimum la vie, à des gens qui veulent t'attaquer et je pense que de mettre un peu le pied à l'étrier sur une posture de sécurité, c'est toujours un début et ça te permet de construire là-dessus, d'apprendre, d'améliorer, mais de pas se dire, Toujours, hein. c'est presque trop tard. Tu sais Louis, en fait on dit toujours, en sécurité, c'est un peu comme le jeu de la du voleur et du policier. Si ta porte est ouverte, la porte de ta voiture est ouverte, la porte de ta maison est grande ouverte, c'est l'opportunisme. Plus tu vas complexifier la tâche à l'attaquant et moins il aura peut-être envie de venir t'attaquer. Sauf si tu es ciblé et auquel cas, il se donnera les moyens et le temps pour le faire. Mais en général, on va dire, la majorité des attaques se font par opportunisme. Donc c'est-à-dire si il voit que tu es négligent, que tu n'as rien fait, que tu ne surveilles même pas, bah, alors pourquoi il va se gêner? Non Pourquoi il mais va se ouais, gêner? Il Clairement. va le faire. Donc c'est là où DataSafe, ce sont des outils très importants parce que une fois que c'est plugué, tu sais ce qui se passe et tu es informé. Après, charge à toi évidemment d'être suffisamment, raisonnable, et responsable pour en tenir compte, mais au moins tu l'as. Au moins il est là. Ne pas avoir ça, ce minimum, ne pas l'avoir, tu navigues à vue. Tu es à la je dirais même, tu es à l'aveugle. Tu sais même mmh pas, quoi. C'est sûr. Écoute, Hakim, Louis, on pourrait en parler longtemps, mais il y a un truc que je pense qu'il faut rappeler, puis on l'a mentionné souvent, puis je pense que pour moi, c'est une phrase qui est importante, c'est qu'on a beau avoir tous les outils, si on ne les utilise pas, on est à risque, comme tu disais, les portes sont grandes ouvertes. Donc, Mais c'est ça. pour moi, ça Donc reste, former, ça reste important. La culture aussi, on en a parlé à la toute fin, là, mais la culture aussi, elle est importante.
Et ça, malheureusement, c'est une culture euh, qui doit être répétée. Donc, c'est des trucs qui doivent être répétés pour que ça devienne naturel. Donc, et ça, c'est des efforts. C'est pas toujours les gens sont pas toujours très, très ouverts pour pouvoir écouter ou faire ça, mais ça fait partie de la culture et je pense que ça, c'est la base pour développer une mentalité qui va te permettre d'être de plus en plus sécurisé, je pense. Donc, Tu sais, quand j'étais directeur de prod, ce que je faisais faire moi à mes équipes, très souvent par roulement, et je le faisais une fois par semaine, je les obligeais à revoir toutes les procédures, de les lire et donc je les mettais de côté. C'est-à-dire vraiment je leur laissais 2 heures tranquillement où vraiment je ne leur mettais aucune autre tâche. C'était leur obligation. Ils choisissaient le jour dans la semaine qu'ils voulaient faire, mais pendant 2 heures, ils étaient tranquilles, ils se trouvaient un bureau, mais ils devaient relire. Mais même des choses qu'ils connaissaient par cœur. Et pourquoi j'imposais ce genre de choses? C'est que tout simplement quand à 2 heures ou à 3 heures du matin, vous êtes en astreinte, vous êtes tiré de votre sommeil parce qu'il y a un problème, tout doit être un réflexe. Ça doit devenir des réflexes. Vous ne devez plus être dans le doute parce que les attaques sont trop rapides. Si vous faites ce genre de choses, vous commencez en fait à trouver ça normal. Les légionnaires, je me suis inspiré de ça en fait, les légionnaires vous disent toujours entraînement difficile, guerre facile. Et ça, ça doit être comme un leitmotiv, en fait. On doit se le répéter. Donc, se former, bien sûr, mais aussi s'entraîner. S'entraîner, tester et s'entraîner. Mais pour ça, il faut que vous ayez des managers qui comprennent ça et qui vous laissent le temps de vous entraîner. Parce que si vous êtes toujours la tête dans le guidon, à devoir toujours avoir du run, du run, du run, du run, des nouveaux problèmes, des nouveaux problèmes, eh bien, vous pouvez pas. L'être humain est comme ça, il va saturer à un moment donné. Laissez-leur du temps. Vous avez certainement des gens très compétents en interne. Ayez confiance en eux, mais donnez-leur ce temps. Mais ensuite, vous allez le gagner en fait, parce que ces gens-là vont gagner en maturité et surtout, ils vont être confiants. Le jour où ça arrive, ils savent quoi faire. tout à fait. L'entraînement, tout à fait. Euh, Écoute, des sujets, des points ici qu'on a discutés, super intéressants. On pourra en discuter longtemps, hein, Louis. Je pense qu'on devrait prévoir un autre épisode avec Hakim. Je pense, on a couvert Plaisir. qu'une petite partie des sujets qu'on voulait aborder. On n'a même pas parlé de la BD Oracle elle-même et de tout ce qu'elle offre comme Oui, il y a beaucoup fonctionnalité de de produits, hein. sécurité. Exactement. Donc, je pense que ça mérite de planifier un autre épisode, Louis. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est clair, c'est clair. On a encore plein de sujets, plein de choses, plein de questions à te poser. Donc oui, oui, Avec je grand pense, plaisir. je pense qu'on pourra sans problème. Euh, Rendez-vous déjà pris. eh ben, excellent. Écoute, moi, je vais faire un résumé rapide, parce qu'on aime bien faire ça en général à la fin, mais je pense que le résumé rapide, c'est de dire que, voilà, si vous n'avez pas à l'heure actuelle de posture de sécurité, commencez à y réfléchir, commencez à vous renseigner. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, c'est que déjà vous avez eu quelques clés qui nous ont été données par Hakim. Voilà, je pense que on est plus sur est-ce que j'en ai besoin, on est sur c'est certain que j'en ai besoin, quand est-ce que je le mets en place. Voilà, pour moi, c'est le message que j'ai retenu de cet épisode. Formez-vous, entraînez-vous, utilisez les Live Labs, déployez les outils, qu'on vous offre et qui sont pas coûteux, comme DataSafe. Les Live Labs, c'est gratuit. Voilà, maintenez-vous à jour, sensibilisez-vous, tenez-vous informés via des blogs, via des choses. La francophonie doit aussi se développer, je pense que c'est très, très important. Hakim, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Partagez, plaisir partagé. Merci beaucoup. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner au podcast, à le partager, à nous laisser des commentaires, nous dire ce que vous en pensez, quels sont les sujets qui vous intéresseraient. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.